Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce petit croquis. Donc c'est une étude de statue qui est à Paris et qui est, il me semble, en bronze. C'est notamment pour ça que certains contrastes peuvent paraître un petit peu bizarres. C'est parce qu'on n'est pas sur de la peau humaine, donc les lumières réagissent différemment. Et vu qu'on a fait une étude à partir d'une statue, forcément on a un rendu un petit peu métallisé, on va dire. Bref, prenez une feuille et un crayon, abonnez-vous à la chaîne et on va faire ce petit croquis ensemble. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va juste essayer de placer un peu, tout simplement la tête comme ça, comme un œuf. Juste pour le placement, la taille, etc. Et j'essaie de mettre l'œuf dans l'orientation de la tête. On voit que la tête, elle est pas vraiment droite, elle est plutôt comme ça, inclinée. Et ensuite, on va faire un genre de tête loumi, mais raccourci, c'est-à-dire que je vais pas dessiner la sphère que je vais couper, etc. Je vais juste dessiner directement la forme abstraite du visage, en essayant d'être pas trop mal au niveau de la largeur par rapport à la hauteur. C'est pas évident, mais petit à petit, on se rapproche de la vérité, quoi. Si je voulais faire un portrait absolument parfait, il faudrait que je prenne des mesures, etc. C'est très bien aussi, c'est une autre approche. Là, je fais une approche plus, comment dirait-on, plus relâchée, plus instinctive, avec plutôt des courbes et des dynamiques plutôt que des prises de mesure. Ça sera certainement moins précis qu'un dessin avec prise de mesure, mais par contre, c'est un dessin plus instinctif qui permet après de dessiner plus facilement d'imagination, etc. Et personnellement, je préfère. Bref, je vais placer du coup, on parlait de la tête Lumi, donc là on imagine notre sphère, les deux côtés qu'on a coupés, pour ceux qui connaissent la tête Lumi, et ensuite on va placer nos éléments. Donc on va placer les sourcils, plus ou moins à cette hauteur-là, on va placer le nez, qui est entre les sourcils et le menton, et on sait que la largeur de la tête au niveau des sourcils, de façon globale quoi, ça va être à peu près au niveau des sourcils comme un carré ici en fait, jusqu'en bas du menton. Vous voyez ce que je veux dire? La limite des sourcils et le bas du menton, ça fait un genre de carré. À peu près, ok, c'est à peu près ça. Ensuite, on va placer le nez entre la ligne des sourcils et le bas du menton. Là, on voit sur le dessin que la base du nez est clairement pas au milieu. Elle est plutôt plus basse. C'est pas ce qu'on apprend quand on apprend les proportions, mais c'est pas grave. Là, c'est comme ça, donc c'est ça qu'il faut faire. Chaque tête, après, a ses proportions, a ses trucs et tout, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas la même tête que notre voisin, quoi. Et à un tiers à peu près entre le nez et le menton, on va mettre la bouche, et ça va être tout simplement l'ouverture de la bouche, quoi, plus ou moins. C'est pas ça exactement, mais comme je disais la dernière fois dans mon précédent cours de dessin, dessiner c'est beaucoup faire des erreurs puis les corriger. Ensuite, on va placer la largeur du nez. Moi, c'est comme ça que j'aime bien procéder. Et vous savez peut-être que la largeur du nez, on la retrouve à peu près 5 fois dans la largeur du visage, en fait. Donc, si je fais un nez de cette largeur, je sais que là, c'est à peu près 2 fois, hop, et là, ça dépasse un petit peu, c'est presque 5 fois, et là aussi. Donc ça me paraît cohérent. Si je fais un nez qui est large comme ça, bah, c'est sûr que là, c'est plus cohérent. Après, il y a toujours des génétiques et des morphologies différentes, mais dans l'ensemble, un nez, c'est à peu près comme ça, quoi. Par contre, je vais tailler mieux mon crayon, parce que là, je suis pas très précis avec ça. Donc ça, c'est la largeur du pif. Pour le moment, ça me suffit comme marquage, on verra plus tard. Maintenant, on va faire les yeux. Les yeux, on sait que quand on remonte, surtout quand là on est de face, c'est la largeur du nez qui va déterminer la largeur qu'il y a entre les yeux. Donc on va placer la ligne sur laquelle les yeux vont être posés. Il faut savoir que la distance qu'il y a entre le nez, la largeur du nez, en fait, souvent, pas toujours, mais souvent, est à peu près égale à la distance qui sépare la base de l'œil, le canal lacrymal, avec la base du nez. Souvent, c'est un peu plus grand, mais ça dépend des fois. Et souvent, ça paraît beaucoup plus grand parce que le nez, en fait, il est très allongé, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'espace entre le nez et les yeux, alors qu'en fait, pas tant. Et ça, c'est comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on sait que l'espace entre les deux yeux correspond à la taille des yeux eux-mêmes. Donc, je vais faire tout simplement ça et ça pour noter, en fait, les yeux, quoi, ni plus ni moins. On peut aussi essayer de repérer cette ligne qui va partir du coin de l'œil jusqu'au pif. Tac, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner les yeux, parce que ça reste quand même pas mal la zone la plus importante quand même. Donc, s'ils sont foirés, on n'a plus qu'à recommencer le dessin, au moins on sera fixé. Donc, on voit qu'ils ont une forme un peu comme ça. Il faut essayer de repérer les courbes. Les yeux, il y en a de toutes formes différentes, en plus selon les expressions et tout. Donc là, il faut vraiment, comment dirait-on, s'entraîner à repérer les formes, hein. Et là, si on minimalise, on voit que cet œil-là, il fait ça, ça, canal lacrymal, ça remonte comme ça, et ça descend ici. Tac. Il a cette forme un petit peu. Moins allongée, plus allongée, pardon. Mais en gros, si on cherche les angles, ça fait comme ça.
Donc là, c'est ça aussi que j'essaie de rendre un petit peu. Et je dessine flou, sans trop appuyer, comme ça, plus tard, je pourrais confirmer le trait. On peut rajouter quelques ombrages au besoin, ça peut être intéressant, mais assez légèrement à ce stade du dessin, il n'y a pas besoin de trop en faire. Et de façon globale, bon, ce sera toujours selon l'éclairage, mais vous pouvez foncer un peu toute cette zone, parce que là, les yeux, ils sont protégés à l'intérieur. Regardez, les yeux, ils sont vraiment à l'intérieur du crâne. Souvent, toute cette zone-là, même les yeux eux-mêmes sont à l'ombre. Et avoir une tête comme ça en 3D, c'est vraiment bien pratique. Ça, c'est un prototype, mais bientôt, je vais en avoir en vente qui vont ressembler à celle-ci, même si celle-ci, c'est pas le modèle final. Bref, j'en reparlerai quand ce sera bien sorti, mais ce sera normalement pour bientôt, probablement un mois ou un truc comme ça. Donc bon, pour le moment, je vois que mon œil, il est pas parfait, que les formes sont pas vraiment les bonnes et tout, mais pour le moment, je vais le considérer satisfaisant, de sorte à pouvoir avancer sur la suite. Et on va faire le second œil. Donc le second œil, je vais noter le bas. Tac, ça c'est très très important. Et je vais noter le haut. Et vous pouvez remarquer un truc, c'est que le second œil, il n'est pas symétrique avec le premier. Le premier, il a plus ou moins cette forme, et le second œil, il a beaucoup plus une forme plus arrondie comme ça. Et ça, c'est normal. C'est peut-être un peu une erreur de sculpture aussi, hein, c'est possible, c'est pas parce que c'est un artiste classique qu'il n'y a pas d'erreur, mais c'est aussi tout simplement normal parce que la pupille va orienter la forme des paupières en fait. Je l'ai expliqué ça dans la précédente vidéo, plus en détail si ça vous intéresse. Donc là, canal lacrymal à nouveau. De nouveau, on repère les formes. Faut pas hésiter à faire des traits droits si ça vous chante. Même si c'est des formes courbes, c'est pas grave. Tac. Ça monte assez abruptement. Si vous voulez avoir des mesures vraiment précises, vous pouvez choper un compas comme ça. Ça, c'est certainement, ça s'achète dans tous les magasins de bureautique, magasins d'art, etc. Moi, celui-là, je l'ai acheté 50 centimes d'occasion dans une brocante. Ça marchait très bien. Mais en gros, on peut s'amuser à prendre l'extérieur du canal lacrymal et puis par exemple l'extérieur de l'œil et puis voir si c'est à peu près ça. On voit que l'œil droit est plus gros. De toute façon, ça se voit sur le dessin, mais au besoin, ce genre de truc, ça peut être utile. Moi, j'en ai un, ça me sert de temps à autre. Allez, on va faire les paupières. La paupière du bas, forcément, est plus à l'ombre. Tac, ça c'est complètement normal. On va faire le sourcil ici. Et là, je pense que cet œil-là, il est vraiment trop gros. Donc, on va le rétrécir. On va faire cette zone-là, on voit qu'elle est super foncée ici. Ça, c'est tout simplement cette ligne-là. Selon l'éclairage, selon comment on se met, bah là, ça devient hyper foncé. Ensuite, on peut descendre. Tac, tac, tac. Là, on voit qu'il y a un rythme ici qui connecte de l'oreille à la joue et qui descend comme ça. Ça, c'est un rythme de la méthode Rayleigh. Ensuite, on va faire le nez. Alors, le nez, on va se rappeler qu'il y a une facette en bas qui est orientée vers le bas, globalement une facette qui est orientée vers le haut. Si vous regardez, enfin plusieurs facettes vers le haut. Donc là, en gros, on a un plan, tout ça, tac, 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 c'est orienté vers le bas, c'est pour ça que là c'est à l'ombre, et les trois autres plans, ils sont orientés plutôt vers le haut. Donc ça peut être intéressant de repérer tout simplement, dans un premier temps, ces deux paramètres. Donc en général, on fait une tache légèrement plus sombre qui représente le bas du nez, quoi. Je pense que je vais le descendre un peu, que j'ai la sensation que vu que j'ai fait des yeux un petit peu trop larges, du coup, il faut que je descende un peu plus le pif. Bon, on verra. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Je vais en faire un peu plus, on verra après. Et ensuite, je vais noter les trois facettes du nez. Cette facette-là est un peu moins orientée à la lumière. La facette qui est complètement dessus. Tac. Alors, je m'excuse platement, les amis, nous avons eu un problème de téléphone pendant que j'enregistrais, de caméra pendant que j'enregistrais. C'est moche. On va refaire la bouche à côté pour que vous compreniez un petit peu comment j'ai fait la bouche. On avait le nez. Je le fais un peu vite fait, ça vous embête pas. Ça, c'est la facette qui regarde vers le bas comme on l'a vu. L'axe et le placement de la bouche. Ça, juste l'horizontale qui permet de déterminer un tout petit peu où la bouche se trouve, quoi. Ensuite, on va repérer, donc ça c'est la largeur du nez, c'est une mesure très très importante pour nous. Ensuite, on va repérer la largeur de la bouche. Il faut la faire ni trop large, ni trop courte. Donc un truc qui peut être intéressant, c'est de repérer la dynamique qu'il y a entre le nez et le début de la bouche. Cette forme-là, elle est vraiment importante, ok? Comme ça.
Et comme ça, on peut voir que effectivement la bouche, elle est dans ce cas précis pas beaucoup plus large que le nez. En fait, on a justement juste une bouche pas très large pour ce modèle, quoi. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend s'ils sourient, ça dépend de beaucoup de choses. Et ensuite, ça se complique, parce que on peut être tenté de faire une bouche simplifiée, mais en fait non, il faut vraiment observer. On va faire le bulbe de la bouche, enfin c'est comme ça que j'appelle ça moi, mais je crois pas que ça s'appelle comme ça. Je pense que ça c'est l'abré, le terme correct, et j'en suis pas sûr, vous me le direz en commentaire. Et ensuite, on va repérer. Par exemple, cette partie-là de la bouche, on voit que ça descend, et ensuite, ça remonte comme ça, jusqu'à arriver à la commissure des lèvres. Cette commissure des lèvres, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Ensuite, on voit qu'au milieu, il y a un petit bulbe, et ensuite, ça part en ligne droite, comme ça, et ça remonte à nouveau ici. Je pense que je suis en train de faire la bouche légèrement fine, mais dans l'idée, c'est ça. C'est pas grave si c'est pas trop précis pour le moment, vous corrigerez au fur et à mesure quand vous aurez fait plus l'entièreté du dessin. Ensuite, on voit que ici, ça vient comme ça. Pareil pour cette partie-là, le petit triangle. Il y a des gens pour qui c'est comme ça. Il y a des gens pour qui c'est comme ça. Il y a des gens pour qui il y en a presque pas. Ça fait juste ça. Ou alors même des fois, ça le fait pas du tout. Donc ça, il faut observer chaque modèle, hein, on est d'accord. C'est chaque personne qui est indépendante là-dessus, quoi. Petit rythme léger, comme j'avais expliqué les rythmes la dernière fois, c'est les lignes qui connectent différentes zones qui paraissent ne pas être connectées à premier abord. Bah, ce petit trait-là, ici, là, on voit qu'il est cohérent avec celui-là. Et même quand on continue cette courbe, on voit qu'en fait cette courbe-là, elle est cohérente avec l'extérieur du nez, le placement de l'extérieur de la narine. Je viens de le voir, ça c'est un petit rythme super sympa. Les rythmes comme ça, c'est ultra important, il faut apprendre à les repérer. Moi je les vois pas tous non plus, hein. Il y en a plein là qui m'échappent, je sais pas où ils sont, mais voilà, ça fait partie de l'entraînement. Ok, si vous voulez, vous pouvez même rajouter un ombrage très très léger, parce que ça peut aider à visualiser le volume et tout, tu vois, juste un petit, voilà, un petit gris comme ça, c'est pas du rendu, c'est juste pour repérer un peu le volume. Et ensuite, on va avoir la lèvre inférieure. Donc la lèvre inférieure, on voit qu'elle n'arrive pas jusqu'à la commissure. Elle arrive avant, en fait. Comme ça. Et ça, c'est complètement normal, à nouveau. Et ensuite, on a un petit creux ici, mais pas trop, c'est assez léger. Et la lèvre de droite, enfin que nous on voit comme étant à droite en tout cas, elle est légèrement plus gonflée, comme s'il y avait juste une expression du visage. Ça, c'est très bien. Quand on dessine, en général, on recherche la symétrie parfaite. Voilà, ça n'a pas de sens de rechercher la symétrie parfaite. Les humains, nous ne sommes pas symétriques parfaitement, donc c'est pas grave si c'est pas parfaitement symétrique, ça donne de l'expression et puis ça donne du charme au visage de chacun, quoi. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est ça que j'ai fait ici, quoi, hein, tout simplement. Et pour finir cette petite partie de la démo, avant de passer à celle-là, de revenir à la démo principale, ensuite on a fait le menton, et pareil, le menton, il faut repérer sa forme abstraite. Donc ici, dans ce cas précis, on est sur un menton qui a une forme un peu comme ça, un peu ronde vers le bas, un peu pointu, entre guillemets. Mais c'est normal, hein, c'est un menton de femme, en général, c'est plus pointu qu'un menton d'homme, en fait. Si j'avais fait un menton beaucoup plus carré, de suite, ça ferait beaucoup plus masculin. Et là, justement, ça peut être très cool de mettre quelques ombrages, bah, pour repérer un peu plus les volumes, comprendre un petit peu plus ce qu'on est en train de faire, quoi. Bref, on va repartir sur la démo principale. Alors, j'étais en train de dessiner le cou, enfin l'épaule en fait, qu'on voit directement, qui descend, et le cou. Donc là, pareil, rythme, comme on disait l'autre fois, où est-ce que cette ligne, elle va, la ligne du cou, ça sert à rien de trop galérer en fait. Faites-la continuer sur le visage et demandez où est-ce qu'elle connecte. Là, en l'occurrence, si on suit la ligne du cou, elle connecte à la commissure de la lèvre et éventuellement même sur le coin de l'œil. Donc, j'ai même pas besoin de savoir où je place ce trait, j'ai juste à prendre la ligne qui connecte l'œil à la bouche, je fais un trait, tac, 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 comme ça, et voilà, j'ai trouvé le cou, en fait, comme ça, grâce à d'autres éléments. C'est bien pratique de faire ça. Et maintenant, je vais dessiner un petit peu plus cette partie. Alors, on va dessiner aussi un peu plus ici, la partie du labré, donc là il y a des volumes évidemment, faut les connaître, hein. J'ai des formations des formations assez poussées sur la structure du visage et sur le rendu du visage. Là on voit un petit peu tout, un petit peu en masse, mais si vous voulez étudier chaque élément indépendamment, les yeux, le nez, la structure, etc., puis le rendu, j'ai des formations qui sont dédiées et où il y a des heures et des heures de dessin en fait en temps réel avec moi, quoi. Donc là ça peut être à confusion un petit peu je trouve, parce qu'en fait la ligne de la mâchoire, elle est, à cause de la position, elle est un petit peu perdue dans le gras, en fait. Selon la position de tête qu'on prend, et ben, en fait, l'os de la mâchoire qui est ici, il ressort moins. Et là, vu la position de la dame, effectivement, toute cette zone-là, on voit pas d'arête vraiment délimitée de son visage, en fait. On voit plutôt une succession de plis,
Et c'est tout à fait normal, mais effectivement, ça rend la chose un peu plus confuse. Ce qui n'est pas un problème, c'est juste un challenge de plus à choper. Je vais essayer de noter un peu les masses de foncé qu'il va y avoir. Vous voyez, je prends certaines notes qui sont pas des notes qui sont faites en trait. C'est pas toujours du tracé de la structure. Parfois c'est de la structure, mais ça peut être aussi une structure. Par exemple, si je veux vous montrer qu'il y a un petit trou dans le menton, comme certaines personnes, je vais pas faire un rond, je vais faire des petites hachures comme ça. Voilà, et ça montre un ombrage en fait à cet endroit-là qui donne des infos, quoi, tout simplement. Bon, ça me semble pas trop mal, c'est un peu difficile cette zone, donc j'y vais doucement. Plus c'est dur, plus il faut y aller doucement. On a tendance à faire un truc qui est vraiment contre-productif, et ça je sais pas, c'est sans doute un truc naturel. C'est que dès qu'on trouve qu'un truc est difficile, admettons le menton, j'ai du mal et tout, et ben je vais prendre la ligne, et je vais faire tiens, voilà, prends ça. Et en fait ça, c'est nul, pour plusieurs raisons. Déjà, je peux pas du tout le gommer. Bon là j'ai un crayon de couleur, donc je peux de toute façon pas gommer grand-chose. C'est en fait se piéger, parce que je fais une ligne finale, alors que je sais très bien que cette ligne-là, je galérais. Donc plus c'est dur, plus on ralentit. Plus on trouve que c'est difficile, plus le geste y ralentit. Ça, c'est vraiment ultra important. On va essayer de trouver cette ligne du coup là. Et on va trouver aussi l'autre ligne du trapèze en fait qu'on voit qui passe derrière la tête. Et pour la trouver, déjà on peut voir que cette ligne, elle est pas, si on regarde une horizontale parfaite, elle est pas horizontale, elle est légèrement comme ça. Et aussi on peut voir que si on la continue dans le rythme, elle connecte avec cette zone-là du nez, à peu près, au niveau du dessus du bulbe du nez. Donc je peux décemment penser que ce tri il est comme ça. Ça me paraît bien cohérent, et ça colle aussi avec le placement de l'oreille, qui va être un peu plus haut. Ah, là je me suis mis un peu bas, je pense, voilà, plus comme ça, plus ici sans doute pour l'épaule, et le placement de l'oreille qui vient comme ça. Alors ça me paraît pas déconnant. Vous voyez que toutes les hachures que je fais là, c'est vraiment pas des hachures de rendu, c'est juste des hachures de structure, c'est pour pouvoir montrer le volume en fait. C'est vraiment pas pour faire du rendu réaliste ou quoi que ce soit, hein. Mais elles sont suffisamment douces pour que si j'ai envie de faire du réalisme après, ben, je puisse le faire. Allez, je vais dessiner les pupilles, je l'ai pas fait avant parce que c'était pas très important, ça sert à rien d'aller dans le détail trop tôt. Là, pas pareil, c'est des pupilles de statue, donc c'est toujours un peu bizarre parce qu'elles sont sculptées en fait. C'est pas des pupilles normales, mais bon, c'est comme ça, on verra le détail plus tard si on en a envie. Et ensuite, on va bosser un peu le front et puis ben, les cheveux, pourquoi pas. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, normalement, vous le savez, les yeux, ils sont au milieu du crâne. Donc si je prends la ligne des yeux par rapport au menton et que je vais en haut, le crâne devrait s'arrêter là. On va le mesurer quand même pour être sûr. Alors ça marche, mais ça marche pas. Pourquoi? Déjà parce que la tête elle est légèrement en avant, donc forcément les yeux ils vont être plus bas par rapport au volume proportionnellement. Et ensuite parce que il y a plus que le crâne, il y a aussi les cheveux qui sont par-dessus, donc ça c'est hyper important de les noter. Donc on va effectivement avoir un peu plus de matière en fait, surtout qu'il y a un genre de chignon, enfin voilà. Et pour le front, moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer de repérer un petit peu, de voir dans quelle mesure c'est un rectangle en fait, dans quelle mesure c'est un carré, est-ce que c'est un front qui est plutôt comme ça, très allongé, est-ce que c'est un front qui est plutôt comme ça. Il y a tout un tas de fronts différents, et puis surtout selon les positions aussi ça va changer quoi. Donc ça il faut le tenir, faut en tenir compte. Alors pour les cheveux, j'essaie juste de suivre un peu la dynamique. Vous voyez, ça fait des vagues comme ça, puis on voit que ça s'enroule autour du volume, ça c'est vraiment sphérique en fait cette partie du crâne. Donc forcément, c'est un peu dur à expliquer, je regarde le dessin, bon j'essaie de recopier, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais j'essaie de faire en sorte que dans le ressenti, en fait, on ressente que la courbe, ce soit pas juste un serpent qui se balade, c'est cette courbe-là, elle tourne autour du volume. Et vu que là c'est plus de face, forcément on va voir la courbe plus ample en fait, puisque cette face, et plus on va aller vers l'arrière, et plus la courbe elle va faire comme ça quoi. C'est logique, ça va serpenter de plus en plus, et de plus en plus serré jusqu'à ce qu'on voit plus rien, à cause du volume. Ensuite on a un genre de diadème ou un truc comme ça. Enfin, visiblement, il y a un genre de couronne là-dedans. Tac, qui fait un tour
Comme ça, il y a des pierres, tac, je vais pas trop me casser la tête avec ça, hein. Franchement la couronne là je m'en tape. Voilà, et ensuite on a le reste du chignon, pareil je m'en fous complètement des formes qu'il va y avoir là-dedans. Je note juste un peu la forme globale, parce que bon, voilà, clairement là les cheveux c'est pas mon propos. Mais ce qui peut être intéressant une fois que ça c'est fait, c'est bien pour montrer les volumes, de noter un peu plus fort les traits qui passent devant. De toute façon, après, il va y avoir évidemment une phase de dessin un petit peu plus définitif. Ça passe devant. La couronne, elle passe derrière. Donc je peux faire comme ça. Les pierres, je vais pas trop m'attarder dessus. Flemme. Je vais juste dessiner un peu plus le contour de la couronne. Hop, pareil. Ça prend un angle parce que ça rentre. Ça va derrière, quoi. Ça fait un cercle, en fait, tout simplement. Et ensuite, pareil, je peux noter un peu plus le dessin final du chignon derrière. Bon, je sais que la proportion est pas bonne là, c'est beaucoup trop gros, mais franchement, le chignon, on s'en fout, quoi. On va pas se mentir. Voilà. Donc là, on est pas trop pire, je dirais. Et ça me donne envie de venir détailler un petit peu plus, et surtout de corriger certains trucs que j'ai fait dans les yeux qui me paraissent être des erreurs, notamment leur écartement, je les trouve trop écartés, et je les trouve trop gros. Donc je vais juste estomper légèrement au doigt. Alors ça sert à rien, vous me direz, mais c'est pas grave. Je vais tailler mon crayon, et on va y retourner. Donc là, je vais prendre beaucoup plus le temps d'analyser chaque forme. À mon avis, cet œil-là, il est à la bonne taille. Je pense que c'est celui d'à côté qui est un peu gros, il me semble, mais j'en suis pas sûr, hein, j'en suis pas sûr. La dernière fois, quand j'ai fait le dessin de Bouguereau avec vous, il y a plein d'erreurs que j'ai fait. Alors, je savais que j'en faisais, mais je savais pas où elles étaient, et que j'ai vu après à l'édition, ou en re-regardant la vidéo et tout, donc voilà. Hein. L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, là, on voit que ça monte assez fort. Il y a un plat ici, et ça repart comme ça. Ça, c'est complètement normal, hein. On le voit aussi là. Hein. On voit que ça monte assez fort, puis ça descend ici, et là, ça redescend comme ça. Il y a un angle, en fait, ça fait 1, 2, 3. On le voit même dans l'ombrage, on voit que la lumière, elle est concentrée ici, là. Parce que là, en fait, à cause du volume, parce qu'en fait, ça tourne autour de la sphère de l'œil, voilà. Et ici, pareil, ça descend, et là, il y a un angle, pam. Alors pareil, je dessine pas tout en trait. La paupière du bas, elle a aussi ses ombrages. Là, on voit clairement qu'il y a une zone où il y a très peu de lumière qui rentre. Les sourcils, ils sont assez fins. Franchement, c'est assez marrant. Et là, on a un angle assez puissant entre cette partie-là et l'extérieur. Ça, c'est, comment dirait-on, c'est un petit peu anguleux, je dirais, par rapport à la corpulence de la dame, parce qu'elle est quand même assez balèze. Ça me paraît un peu anguleux. Après, de toute façon, hein, quand on étudie les grands maîtres, que ce soit les sculpteurs, les peintres et tout, ben, ils font aussi des erreurs. Il y a aussi plein d'erreurs que les grands maîtres y font, qui sont cachées ici et là, qu'on voit pas quand on voit la globalité de la scène. En fait, il y a plein de trucs. Je sais pas si là, c'est une erreur ou quoi, mais parfois, il y a des trucs comme ça qui peuvent paraître un peu bizarres quand on copie des œuvres majeures. Et en fait, bah voilà, c'est pas grave, c'est normal, hein, ces gars-là aussi c'était des humains, quoi, après tout. Je mets deux, trois ombrages ici, parce que là, on a toute cette zone-là, le pont, là, comme ça. C'est une zone, effectivement, qui est orientée vers le bas. On le voit ici, hein, là, sur la tête, comme ça. Tac, tout ça, là. Dès que la lumière, elle tape vers du haut, on voit que toute cette partie-là, entre les yeux, c'est foncé. Donc, ben, je le fais foncer, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cet endroit-là, notamment chez les populations africaines, etc. Parfois de profil, ça c'est typiquement très européen, mais parfois de profil chez une population, certaines populations africaines, le front, il est beaucoup plus droit comme ça, il descend beaucoup plus droit, et il descend tout droit sur le nez, comme ça. En fait, ça fait ça de profil, on a le haut du front, et on a le nez comme ça. Et après, il y a la bouche comme ça. Ça, c'est assez typique de certaines populations africaines, de certains individus africains. Voilà, je suis pas un expert, mais dans l'idée, c'est ça. Et l'œil, il est là, quoi. Après, c'est la même chose, hein, c'est juste la proportion qui change. Mais c'est rigolo d'observer, du coup, et c'est pour ça que j'en parle. On va faire le second œil, qui a aussi un canal lacrymal assez profond. On voit que ça rentre bien à l'intérieur. Pareil, ça dépend des gens, hein, c'est clair. Euh, mais le second œil, il n'a pas la même forme. Alors, je vais le redessiner avec pas mal d'attention quand même. Parce qu'il est un peu plus technique, je trouve, à dessiner. Surtout que là, on fait à partir d'une photo, donc on ressent assez mal les volumes, on voit juste des formes en 2D, c'est pas évident. Ce serait beaucoup plus simple d'avoir la statue devant les yeux, mais bon, on peut pas toujours avoir devant les yeux ce qu'on veut dessiner. Hein. Ah, et là, je viens de voir un rythme que j'avais pas vu. En fait, si on continue cette courbe, on arrive sur
l'extérieur du nez là. Tac, comme ça. Pam. Et pareil pour celle-là. Si je continue cette courbe-là, j'arrive tout droit ici là. Pam. Ça c'est génial. C'est excellent de repérer ces trucs-là. Je trouve ça super agréable et c'est une énorme aide. Ça paraît, on peut avoir parfois un petit peu la flemme de faire cet exercice cérébralement parce que ça prend des neurones. Mais par contre, après c'est comme tout, hein, ça devient plus automatique, de plus en plus automatique, et ça devient vraiment excellent. Et c'est vraiment un concept de dessin qui moi, a révolutionné ma façon de dessiner. C'est un peu avancé, je pense. Je pense qu'au début, on les voit pas du tout. Moi, je les ai pas vus pendant très très longtemps, ces rythmes, même quand je dessinais déjà assez bien. Mais là, plus le temps passe, plus je les vois, et plus ça me permet d'aller vite et de faire des dessins cohérents. Après les ombrages sur ce modèle bien spécifique, vu que c'est un modèle de métal, je pense que c'est du bronze, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est du bronze. Bon, forcément, c'est pas. La lumière réagit pas du tout pareil que si c'était de la peau. Donc voilà, ça paraît parfois un peu bizarre, là, où est-ce que sont placées les lumières, etc. Même c'est un vieil objet, donc forcément il y a des taches dessus et tout. C'est intéressant, parce que moi j'aime bien les statues, mais effectivement, si on veut faire du portrait vraiment humain, il vaut mieux faire des portraits humains, quoi. Mais les statues, c'est bien parce que c'est souvent un petit peu exagéré au niveau de la structure, et donc c'est cool, justement, pour pouvoir dessiner avec beaucoup plus de structure comme sur cet objet-là. Allez, on va faire le nez. Alors le nez, c'est toujours la galère. Je sais pas pourquoi. De toute façon, tout est toujours la galère, hein. On va pas se mentir. Le portrait, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas un moment où le portrait, c'est simple, sauf avec 45 ans d'expérience, et ça viendra. Et là, ce qui est important, c'est vous rappelez la facette qui est orientée vers le bas, comme ça. C'est pas c'est pas la délimitation de la narine, hein. La narine, elle est sous cette facette qui est orientée vers le bas, elle est à l'intérieur. Au début, les gens, ils ont tendance à faire ça. Ils font ces facettes-là, ils font la facette qui est orientée vers le bas, comme ça, là, et ils font la narine ici, là, comme ça. Alors qu'en fait, non, on voit bien que la narine, elle est à l'intérieur de cette facette qui est orientée vers le bas. Ça, c'est juste un plan d'orientation, c'est pas l'indication d'un trou ou quoi que ce soit. C'est juste un changement d'angle dans la perspective. Alors je fais quelques ombrages un peu malgré moi, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Je vais augmenter un peu la définition de cette joue là. Et là, ce qui est important les amis, c'est toujours se rappeler euh, de la douceur des contrastes. Ça c'est un truc qu'il faut pas du tout sous-estimer la force de ce paramètre. Est-ce qu'un contraste il est fort et si un contraste il est doux? En répondant du coup à un commentaire que j'ai reçu d'autres fois, un contraste fort, ça veut pas dire passer du très clair au très foncé. Enfin si, ça peut vouloir dire ça, mais par exemple si je mets un morceau de mouchoir et un morceau de crayon, là, entre le blanc du crayon et le blanc du mouchoir, il n'y a quasiment pas de contraste. Il y a quasiment pas de contraste de valeur, mais il y a un contraste de netteté. C'est très très net, la transition elle est très très nette. Si... Donc le contraste, ça peut être des contrastes de valeur, mais ça peut être des contrastes de netteté. Et c'est ça dont je veux parler en fait, c'est les contrastes de netteté, c'est des trucs qu'on apprend à repérer avec le temps, et qui sont extrêmement importants. Par exemple là, l'ombrage est foncé sur la joue, par contre, il va de façon douce dans la joue. C'est un dégradé doux. Si je fais un dégradé trop net, c'est foiré. Et inversement, quand il y a un dégradé net à faire, eh ben, il faut le faire net, il ne faut pas le faire doux, parce que sinon, ça fausse complètement, parce que c'est la netteté des dégradés qui définissent la forme en 3D, en fait. Par exemple, là, dans la bouche, à l'intérieur, au milieu des deux lèvres, il y a un dégradé. C'est pas vraiment un dégradé, d'ailleurs, c'est presque une ligne. C'est pas une ligne, mais bon, presque. Et ça montre qu'il y a effectivement un endroit net avec une séparation entre deux objets. Et la frontière au-dessus de la lèvre, elle est assez nette, mais elle n'est pas aussi nette. Et ça ne veut pas dire qu'elle soit pas foncée, elle peut être tout aussi foncée, elle est juste pas aussi nette. Et par exemple, dès qu'on arrive là au niveau des commissures des lèvres, là ça va être beaucoup plus doux. Parce que soudainement le volume s'arrondit, et on a en fait le côté très très net des lèvres, surtout à l'angle, qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus doux. Ok? Et soudainement, le dégradé s'efface. Et vous voyez que dans un tout petit environnement comme ça, on a du net entre les lèvres, du plutôt net mais pas très net, entre guillemets, sur le haut de la lèvre, et du flou dans la commissure des lèvres. Et si vous regardez bien la commissure des lèvres, c'est l'endroit le plus foncé du lieu. Et c'est pas parce que c'est foncé que ça peut pas être flou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des rapports de contraste entre les valeurs, mais aussi entre la netteté et les flous de chacun des éléments, et c'est ça qui donne l'information d'un volume. Par exemple, si je reprends, pour finir mon exemple, si je prends ce petit bout de scotch et que je l'arrondis comme ça, on voit qu'il y a des contrastes qui sont plutôt doux.
Si je fais quelque chose d'un peu plus anguleux comme ça, on voit que le contraste est beaucoup plus net. Et si je faisais un angle plus saillant, comme ça, on voit effectivement que c'est beaucoup plus net. Plus l'angle du volume est net, et plus le contraste est net, en fait. C'est con, mais c'est ce genre de truc qu'il faut connaître, comprendre, théoriser dans sa tête, et puis être capable d'observer. C'est que ça, là, hein, c'est que des petites... c'est l'observation de la nature, et ensuite suffisamment de pratique pour être capable de la reproduire, en fait, c'est ça le délire. Et ça permet d'éviter des erreurs de débutants, on voit des traits ultra nets au mauvais endroit, des trucs super flous là où ça devrait être net, etc. Et en fait, ça fait des dessins où on voit que c'est cool, mais c'est pas ça. Bon, allez, je vais avancer un petit peu le rendu, parler un tout petit peu moins. Je vous conseille de faire ça avec moi. Là, à ce niveau-là, on ne fait plus que confirmer ce qu'on a déjà fait et augmenter un petit peu la qualité de ses valeurs, la qualité de ses lignes, etc. De toute façon, je vais pas faire un dessin trop réaliste. Même si vous me connaissez, je vais pas résister à la tentation de faire quelques rendus, mais voilà, allez, c'est parti. Alors, on va mettre un peu de blanc, parce que pourquoi pas. On va en mettre que dans certains endroits stratégiques. Alors, le truc de ce portrait, vu qu'il est en métal, c'est que la façon de faire les rendus est pas la même que sur la peau. Par exemple, sur cette partie-là de l'œil, c'est vraiment très noir profond, alors que c'est dans le blanc de l'œil, on a du foncé dans le blanc de l'œil. Le blanc de l'œil, il est jamais blanc. Évidemment, loin de là même. Mais il va pas être noir profond comme à l'intérieur des narines. Et ça, c'est parce que c'est du métal, il n'y a pas de différence de couleur locale, il n'y a pas de différence de tonalité entre une zone et une autre, il n'y a pas de différence de texture non plus. Le front, il n'est pas plus ou moins brillant que la lèvre, qui n'est pas plus ou moins brillante que les yeux, etc. Donc forcément, ça donne un côté... bah, c'est une statue, quoi, tout simplement. Et elle est aussi très foncée, et je vais pas aller trop loin dans les foncés, ça va être trop long. Bon allez, je vais m'arrêter là pour le rendu, je suis tenté d'en faire beaucoup plus, mais franchement j'ai vraiment d'autres choses à faire aujourd'hui. C'était un plaisir en tout cas de passer ce moment avec vous, j'espère que ça vous aura aidé. Euh, N'oubliez pas, si vous voulez approfondir tout ça comme des fous, il y a les formations qui sont là pour ça. Le monde du dessin, c'est la formation qui permet vraiment aux débutants de se lancer un petit peu dans la globalité du dessin. Et ensuite j'ai des formations, bon peinture à l'huile, ça c'est plus pour les peintres évidemment, mais pour le dessin, formation, portrait, j'en ai deux, il y en a une sur la structure et il y en a une autre sur le rendu. Et je sais plus combien il y a d'heures de dessin en tout, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup de dessins. Et c'est tout en temps réel, il n'y a pas d'accéléré, etc. C'est du streaming en fait. Ça vous permet de vous connecter quand vous voulez. Et aussi, vous n'avez pas de limite ni de temps, ni d'utilisation. C'est pas vous le regardez une fois, puis après c'est foutu. Vous le regardez tant de fois que vous voulez. Une fois, à mon avis, ça suffira, mais si vous voulez faire plus, vous pouvez. Bref, merci encore. J'ai deux choses à vous demander. D'abord, s'il vous plaît, commentez portrait si vous êtes encore là. Ça fera plaisir à l'algorithme de YouTube qu'il faut savoir flatter. Et la deuxième question, ça serait de vous demander des suggestions d'objets ou de thèmes éventuellement à dessiner pour faire des petits cours comme ça, je sais pas, une rose, un taille-crayon, une voiture, que sais-je, voilà. Donnez-moi un peu vos thèmes, moi je ferai un petit peu ce qui m'intéresse aussi, on va pas se mentir, mais ça me permet aussi de me dire, bah voilà, aujourd'hui je vais enregistrer ça parce que c'est vous qui avez envie que, c'est vous qui aviez envie d'apprendre ça avec moi. Donc ça va m'aider à faire plus de contenu et surtout plus de contenu que vous avez envie de voir, quoi, c'est hyper important. Donc voilà, merci encore et à bientôt, bye.